Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce 13e épisode de Sapristi. 7 ans plus tôt, avant même que je commence à travailler pour Bungle, la question de la garde-robe idéale commençait sérieusement à se poser pour moi. Les fringues commençaient à prendre une place importante dans ma vie et je devais me rendre à l'évidence, cette passion, ce hobby, ça allait coûter pas mal d'argent. Je me demandais donc si j'arriverais un jour à une forme de satisfaction, s'il y avait un certain nombre de fringues que je devais acquérir pour arriver à me dire c'est bon, j'ai plus besoin de rien, je suis satisfait. Une sorte de vestiaire parfait où je ne manquerais d'aucun vêtement, où je pourrais faire toutes les tenues dont j'ai envie, pour toutes les saisons, pour toutes les circonstances, avec toutes les couleurs et les variations de style que je voudrais. Bon, la suite tu la connais sans doute déjà, je l'ai dit dans pas mal de vidéos auparavant, mais ce fut un échec. Pour pas mal de raisons, notamment le fait que les goûts évoluent avec le temps. Mais voilà, aujourd'hui, des années plus tard, j'ai beaucoup plus d'expérience. Et donc je me pose à nouveau la question, serais-je capable d'imaginer une garde-robe idéale qui me servirait de planning d'achat à long terme? Dans cet épisode, on va donc faire 3 choses. Premièrement, on va essayer de s'imaginer ce que ça représente vraiment d'avoir une garde-robe infaillible et essayer de le chiffrer. Deuxièmement, on va voir s'il y a une marche à suivre, un ordre de priorité pour réaliser ces achats. Et troisièmement, on va aborder la question un peu sapo-psycho-philosophique du jour. La garde-robe idéale est-elle un état souhaitable à atteindre? Allez, c'est parti! Tout ce qu'il te faudrait pour ne plus jamais manquer d'une seule pièce. Commençons par exemple par le pantalon. On se dirait d'abord que, pour être paré à toute éventualité, il te faudrait au moins autant de couleurs qu'il y a de couleurs classiques dans la garde-robe masculine. Donc un pantalon bleu, un vert, un gris, un beige, un marron, un blanc et un noir. 7 pantalons, ça va, c'est gérable. Et puis comme ça, tu pourrais avoir toutes les couleurs nécessaires pour réaliser n'importe quelle tenue à l'envie. Oui, mais voilà, le problème, c'est que les couleurs ont des nuances, et donc parfois, dans une tenue, une certaine nuance de vert ou de bleu, disons, fonctionne, tandis qu'une autre ne fonctionne pas. Du coup, il faudrait que tu aies au moins 2 ou 3 nuances pour les couleurs que tu mets le plus souvent, et éventuellement une seule pour les couleurs que tu mets moins souvent. Par exemple, pour moi, selon mes goûts, ça pourrait donner 3 bleus, 3 verts, 2 gris, un marron, un beige, un noir, un blanc. Bon, ça fait 11 pantalons. C'est pas mal, mais c'est pas si difficile que ça à atteindre. Hop hop hop! Mais t'es qui, toi? Moi, c'est Jean. Jean rajoute. Ça faisait longtemps que j'avais pas croisé un de tes cousins. Et donc, tu allais dire quoi? Mais tu as oublié la saisonnalité, mon cher ami. Ah oui, c'est vrai. Et oui, ça fait donc 33 pantalons. 11 nuances pour 3 saisons. Bon, ça commence à faire beaucoup. Ah, et au fait, t'as encore oublié quelque chose? Quoi donc? Bah allez, fais pas cette tête. C'est juste que bon, les couleurs que t'as citées là, c'est vachement basique. Et si j'aime le bleu pétrole, et les pantalons lit de vin, et qu'est-ce que tu fais des chinets, et puis des motifs, les rayures, les carreaux, les... Bon, ça va, j'ai compris. Bon bah, voyons voir. Disons que selon les goûts de chacun, dans une tenue, on tend à avoir plus de basiques que de pièces fortes. Du coup, on n'a qu'à dire, je sais pas moi, que pour tous les 3 pantalons basiques unis, on prend une couleur forte, un motif, ce que tu veux. Et maintenant, t'arrêtes de m'emmerder, ok? Ok. Purée, mais ça fait quand même 44 pantalons. Puis pour un pantalon de bonne qualité, il faut entre 100 et 200 euros, donc en moyenne 150, si je fais le calcul, 150 x 44, ça fait 6600 euros, juste pour les pantalons. Eh? Quoi? T'as oublié les jeans? Viens par là. Où ça, là? Ouais, juste là. Ok. Pardon, je réglais quelque chose. Bon, du coup, maintenant que notre cupidité vestimentaire vient de se prendre une claque par la réalité, on se rend compte des sommes gargantuesques qu'il faudrait réellement pour avoir une garde-robe où l'on ne manque jamais de rien. Sans compter que j'ai pris les pantalons comme exemple, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus cher. Il y a les chaussures qui sont des achats coûteux et qui définissent le style d'une tenue, les blousons, les manteaux, les costumes si tu en portes, les pulls, les sweatshirts, les cardigans et autres mailles, les chemises casual mais aussi habillées, les t-shirts, les accessoires comme les gants, les écharpes, les cravates. Et je ne te parle même pas de toutes les petites variations qu'on peut avoir sur une même catégorie de pièces en fonction de nos préférences stylistiques. Jog pant, pantalon cargo, pull à col roulé plutôt qu'à col rond,
ou à col cheminé, manteau plus ou moins habillé, blouson en cuir, blouson suédé. Bref, c'est sans fin ou presque. Alors quand le matin, tu arrives devant ton miroir et tu te dis « Si seulement j'avais la pièce X, dans un style Y, dans une couleur Z, alors là, oui, là vraiment, ma garde-robe serait vraiment complète. » Eh bien c'est faux, ta garde-robe ne sera jamais vraiment complète. Une garde-robe équilibrée. Beh, allora io considerate che da quando avevo 30 anni, cioè da quando avevo 20 anni, non ho mai più buttato via niente. Quindi tutto quello che erano i miei guardaroba, le mie cose, le ho tutte in un capannone di 500 metri, dove diciamo che è il mio armadio. Contrairement à Alessandro Squarzi, la plupart d'entre nous n'auront jamais 500 mètres de hangar pour ranger nos vêtements, ni même de quoi le remplir. Cependant, je pense qu'il y a quand même une idée à retenir dans la liste kilométrique que nous avons menée tout à l'heure. Le fait de répartir ses achats afin de profiter au maximum de ses vêtements. Je ne connais pas un seul passionné qui ne m'ait jamais dit « Ah, j'ai beaucoup trop de cette couleur-ci ou de cette pièce-là en ce moment ». Ce qui prouverait qu'on est assez mauvais pour faire cette répartition à l'instinct. Et si on ne peut pas quantifier toutes les pièces dont on pourrait jamais avoir besoin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, quantifier les proportions dans lesquelles on a certaines pièces. Et c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, au final. Je pense que dans l'idéal, on devrait tous se mettre devant une grande feuille ou un tableur Excel et se lancer un petit défi de faire un bilan de toutes les pièces que l'on a. D'abord par famille de pièces. Outerwear, mailles, t-shirts, chaussures, chemises, pantalons, etc. Puis au sein de ces familles de pièces, les trier par saison. Puis au sein d'une même saison, par couleur et ou par motif. Et enfin, par variation de style, par exemple sweatshirt, cardigan, col roulé ou col rond pour la catégorie maille. Et ensuite, pour les couleurs et les styles, tu te mets un ordre de priorité en fonction d'à quel point tu aimes les porter. Rarement, occasionnellement, souvent. Et enfin, tu te fais une deuxième liste où tu notes tout ce dont tu as envie en ce moment et tout ce dont tu penses avoir besoin. L'intérêt, c'est évidemment de croiser ces deux listes pour avoir une vision plus claire de ce que tu devrais acheter. Par exemple, on peut raisonnablement se dire qu'au bout de 3 pantalons bleus pour une seule saison, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc si on tombe sur un nouveau pantalon bleu qu'on veut acheter, on se dit soit on revend un ancien, soit on l'achète pas. Peu de pantalons bleus d'hiver pour Nicolo. A l'inverse, ce petit exercice m'a permis de réaliser que je trouve le pantalon blanc très bien dans de nombreux looks, que je l'apprécie et que pourtant je n'en ai pas un seul. Je me note donc que si je dois acheter un pantalon prochainement, le blanc serait une priorité. Évidemment, chacun aura des tableaux et une feuille de route très différentes selon son style et ses goûts. Pour moi, le pantalon basique ultime est un pantalon à pince, à taille mi-haute, à ceinture classique. Mais si tu as un style plus workwear, ce sera peut-être un chino en coton épais à coupe droite. Pour d'autres qui sont à fond dans la tendance athleisure qui fait du casual chic d'inspiration street, peut-être que le jog pant sera leur basique de prédilection. Voilà en gros ce que je conseille de faire pour rationaliser ses achats. Si je ne te partage pas mon tableau perso, c'est pour deux raisons. D'abord, parce que tu dois faire le tien, avec sa propre logique et ses propres priorités en fonction de tes goûts et de ton style. Et ensuite, parce que je suis beaucoup plus fort pour donner des conseils pratiques que pour les suivre. Maintenant, une question subsiste quand même. Oui, mais si je gagne au loto? Ou bien, oui, mais si je suis très très riche, ça marche aussi. Bon, ok. Admettons que ton matelas soit rembourré avec des billets de 100 €, que tu aies un budget illimité, que tu n'aies pas besoin de rationaliser quoi que ce soit. Est-ce qu'il serait possible, si tu fais partie des plus fortunés, d'atteindre cette fameuse garde-robe idéale, d'aller faire une session shopping pendant un mois entier, et c'est bon, t'as tout, on n'en parle plus, t'es content à tout jamais? Eh bien, la réponse est probablement non. Quand j'ai parlé de ce sujet de sapristi à David, il m'a fait penser à un excellent exemple en me parlant de tricher aux jeux vidéo. Une grande partie des gamins de ma génération ont probablement déjà, une fois dans leur vie, joué à Grand Theft Auto et activé les cheat codes. Tout à coup, toutes les armes du jeu étaient à portée de main, tous les véhicules, toutes les possibilités. Toutes ces choses qui nous font envie et nous poussaient justement à continuer à jouer. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi ça s'est toujours passé de la même façon à chaque fois que j'ai triché à un jeu vidéo. D'abord, quelques minutes exhilarantes où tu te dis « j'ai tout, c'est vraiment trop génial !» Et puis une chute progressive, puis rapide de plaisir, suivie d'un désintérêt total. Tout laisse à penser que si tu es passionné de fringues et que tu pouvais faire une wishlist infinie et avoir immédiatement tout ce qui est dessus, tu serais à moyen terme pas plus satisfait qu'avant. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la recherche en psychologie. Et notamment la théorie du tapis roulant hédonique ou encore de l'adaptation hédonique.
Dans les années 70, les chercheurs en psychologie Philip Brickman et Donald T. Campbell ont étudié les niveaux de bonheur de personnes ayant gagné des sommes importantes au loto, allant de 50 000 $ à 1 million, et les ont comparés à celui de différents groupes d'individus, de personnes prises au hasard dans un annuaire téléphonique jusqu'à même des personnes victimes d'accidents graves ayant laissé des séquelles importantes. Via un système d'auto-évaluation, on leur a demandé de noter sur 5 leur bonheur actuel à l'instant de l'étude, leur bonheur passé, c'est-à-dire avant la loterie pour les uns et avant l'accident pour les autres, et comment ils voyaient leur bonheur futur, c'est-à-dire dans 2 ans. Et les résultats sont assez frappants. Non seulement l'écart entre le bonheur des gagnants au loto et du groupe de contrôle pris au hasard dans l'annuaire était extrêmement faible, mais en plus, pour ce qui était de la projection à long terme, les différences entre les 3 groupes, y compris les victimes d'accidents graves, s'effaçaient. Alors, je te raconte pas ça pour te faire une leçon sur la vie, le bonheur, blablabla. Je suis pas là pour ça. En revanche, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'en tant qu'humain, on développe automatiquement une forme d'accoutumance à toute forme de satisfaction hédonique que l'on pourrait rencontrer, y compris le fait d'acquérir toutes les sapes dont on n'aurait jamais rêvé. Donc si jamais tu venais par miracle à faire l'acquisition de tous les vêtements que tu veux, la recherche laisse à penser que tu aurais 2 options. Soit tu perdrais complètement ton intérêt pour le vêtement, soit tu réactualiserais tes standards pour vouloir aller encore plus loin. Et crois-moi, le monde de la mode et du vêtement est fait pour que tu puisses vouloir constamment quelque chose de nouveau, de plus original et de plus inédit pour les fous de style, de plus grande qualité pour les passionnés de savoir-faire, de plus rare et d'exclusif pour ceux qui sont à la recherche de statut. Il n'y aura jamais de limite. Tu peux avoir l'impression qu'il y en a une parce qu'actuellement tu possèdes ce que tu possèdes. Mais à mesure que tu acquiers plus, c'est comme l'horizon. La limite s'éloigne quand tu t'en rapproches. Conclusion! Si j'ai choisi ce sujet, ce n'était pas seulement pour te le partager. C'est aussi parce que faire cette vidéo m'a aidé à y voir plus clair sur mon propre ressenti. Parfois, lors de moments difficiles, des frustrations nous emportent. Et on peut les reporter sur les choses qui comptent pour nous. Pour moi, parfois, c'est sur la sape. Alors, je l'avais déjà dit dans l'épisode 3, mais je vais le redire encore une fois. Pour aimer la sape et l'apprécier à son plein potentiel, il faut apprécier le processus qui mène à l'acquisition des vêtements bien plus que l'acquisition des vêtements en elle-même. La garde-robe idéale, c'est quelque chose que tu dois rechercher tout au long de ta vie de passionné, tout en acceptant de ne jamais pouvoir l'atteindre. Et c'est ça qui est beau. N'hésite pas à partager en commentaire toutes les pièces qui te font rêver et dire « Ah, si seulement j'avais ça !» Sur ce, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très bientôt.